C'est parti pour l'histoire du soir, bonsoir. Donc, ce soir, je vais vous raconter une histoire qui m'a été envoyée par une personne qui est venue sur mon stream et qui m'a dit: Diago, ça fait longtemps que tu nous as pas raconté d'histoire. Donc là, je lui ai dit: ben écoute, frère, le problème c'est que j'ai raconté toutes les histoires que j'avais. Et après, on m'a envoyé pas mal d'histoires que j'ai aussi racontées. Et là, j'attends juste qu'on m'envoie des histoires pour les raconter. Donc cette histoire, c'est une histoire qui est un peu longue, mais qu'on va faire en plusieurs épisodes. Donc s'il y a un rebondissement, eh ben, on arrêtera. Je connais pas cette histoire, je n'ai aucune idée de cette histoire. Je sais que c'est un livre, et que c'est écrit, et qu'on me l'a conseillé. Maintenant, je vais écouter le conseil, je fais confiance, donc je vais raconter cette histoire. Alors c'est parti. Ah là 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 là. Je vais baisser un peu le son parce que sinon... Est-ce que c'est bon par rapport au son? Oui, ça doit aller. Oui. Donc, c'est parti. Nous sommes le 8 mai. Quelle journée admirable. J'ai passé toute la matinée étendue sur l'herbe, devant ma maison, sous l'énorme platane qui la couvre. L'abrite et l'ombrage tout entière. Sous l'énorme platane qui la couvre, l'abrite et l'ombrage tout entière. J'aime ce pays et j'aime y vivre parce que j'y ai mes racines, ces profondes et délicates racines, qui attachent un homme à la terre où sont nés et morts ses aïeux, qui l'attachent à ce qu'on pense et à ce qu'on mange, aux usages comme aux nourritures, aux locutions locales, aux intonations des paysans, aux odeurs du sol, des villages et de l'air lui-même. Attends, je baisse un peu le son parce que... Enfin, en tout cas, moi, je l'entends très fort. Voilà, j'ai pas lu ce texte avant, donc ça peut être un peu... je vais galérer un peu pour lire. Parce que si le texte il est un peu difficile à lire, j'ai pas trop l'habitude de... Enfin, je l'aurais lu au préalable avant, ça aurait été plus facile. J'aime ma maison où j'ai grandi. De mes fenêtres, je vois la Seine qui coule. Ah, c'est en France. Ah bon? Le long de mon jardin, derrière la route, presque chez moi, la grande et large Seine qui va de Rouen au Havre, couverte de bateaux qui passent. À gauche, là-bas, Rouen, la vaste ville aux toits bleus, sous le peuple pointu des clochers gothiques. Ils sont innombrables, frêles ou larges, dominés par la flèche de fonte de la cathédrale et pleins de cloches qui sonnent dans l'air bleu des belles matinées. J'étends jusqu'à moi leur doux et lointain bourdonnement de fer, leur chant d'airain que la brise m'apporte, tantôt plus fort et tantôt plus affaibli, suivant qu'elle s'éveille ou s'assoupit. Comme il faisait bon ce matin, vers 11 heures, un long convoi de navires traîné par une remorque, un remorqueur, gros comme une mouche, et qui râlait de peine en vomissant une fumée épaisse, défila devant ma grille. Donc là c'est bon pour le micro? Ah bon? Vous entendez comme un bourdonnement? Peut-être que le micro il est trop près. Donc je vais baisser un peu le micro. Là ça devrait être bon. Après deux goélettes anglaises dont le pavillon rouge ondoyait sur le ciel, venait un superbe trois-mâts brésilien, tout blanc, admirablement propre et luisant. Je le saluai, je ne sais pas pourquoi, tant ce navire me fit plaisir à voir. En fait, c'est une espèce de... C'est quelqu'un qui raconte cette histoire. Ah, me dites pas qu'il y a quelqu'un derrière. Là-bas?
on fait comme si on n'a rien vu. On n'a rien vu. À mon avis, il sait pas qu'on l'a vu, donc il va peut-être pas nous prendre la tête. On va continuer notre histoire tranquillement. Donc, là, la personne qui raconte l'histoire a fait... En fait, c'est son livre de chevet. Et chaque jour, il a écrit ce qu'il vivait ce jour. Quoi. De quoi j'ai mute? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que le micro fonctionne bien? Est-ce que le son est bon? S'il vous plaît. Pourquoi vous me dites ta mute? Je pense que ça vient de notre micro. Mais non. On est dans un manoir, donc il peut avoir des sons un peu étranges. Ne vous inquiétez pas. Là, c'est bon? Vous entendez encore des trucs? Ah, mais il y a des bruits de pas. Oui. Ils sont forts, les bruits de pas, alors. Ah, d'accord, ils sont forts, les bruits de pas. Ah. Je vous ai dit, on est dans un manoir, donc il peut avoir des bruits un peu étranges. C'est carrément possible. Donc, est-ce que c'est bon, là, pour vous? Donc, je vais continuer mon histoire. Alors, la personne qui raconte cette histoire a un livre de chevet et il raconte chaque jour une histoire. Enfin, chaque jour ce qui lui est arrivé. Il raconte sa vie. Donc là, c'était le 8 mai et là, on passe au 12 mai. Le 12 mai, j'ai un peu de fièvre depuis quelques jours. Je me sens souffrant. Ou plutôt, je me sens triste. Donc c'est bon. Donc là, d'où viennent ces influences mystérieuses qui changent en décourageant notre bonheur et notre confiance en détresse? On dirait que l'air invisible est plein d'inconnaissables puissances dont nous subissons les voisinages mystérieux. Je m'éveille plein de gaieté avec des envies de chanter dans la gorge. Pourquoi? Je descends le long de l'eau et soudain, après une courte promenade, je rentre désolé, comme si quelque malheur m'attendait chez moi. Pourquoi? Est-ce un frisson de froid qui frôle ma peau, a ébranlé mes nerfs et assombri mon âme? Est-ce la forme des nuages ou la couleur du jour, la couleur des choses si variables qui passent par mes yeux a troublé ma pensée? Sait-on? Tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons sans le regarder, tout ce que nous frôlons sans le connaître, tout ce que nous touchons sans le palper, tout ce que nous rencontrons sans le distinguer, a sur nous, sur nos organes et, par eux, sur nos idées, sur notre cœur lui-même, des effets rapides, surprenants et inexplicables. Comme il est profond, ce mystère de l'invisible, nous ne le pouvons sonder avec nos sens. Misérables, avec nos yeux qui ne savent apercevoir ni le trop petit, ni le trop grand, ni le trop près, ni le trop loin, ni les habitants d'une étoile, ni les habitants d'une goutte d'eau, avec nos oreilles qui nous trompent car elles nous transmettent les vibrations de l'air en notes sonores. Elles sont des fées qui font ce miracle de changer en bruit ce mouvement et par cette métamorphose donnent naissance à la musique, qui rend chantante l'agitation muette de la nature avec notre odorat, plus faible que celui du chien, avec notre goût qui peut à peine discerner l'âge d'un vin. Ah bon? Non. Ah, si nous avions d'autres organes qui accompliraient en notre faveur d'autres miracles, que de choses nous pourrions découvrir encore autour de nous. Donc ça, c'est ce qu'il a écrit le 12 mai. On passe au 16 mai, donc quelques jours plus tard. Je suis malade, décidément. Je me portais si bien le mois dernier. J'ai la fièvre, une fièvre atroce,
ou plutôt un énervement fiévreux, qui rend mon âme aussi souffrante que mon corps. J'ai sans cesse cette sensation affreuse d'un danger menaçant, cette appréhension d'un malheur qui vient ou de la mort qui s'approche. Ce pressentiment qui est sans doute l'atteinte d'un mal encore inconnu, germant dans le sang et dans la chair. C'était le 18 mai. On continue avec le 18 mai. Je viens d'aller consulter un médecin, car je ne pouvais plus dormir. C'était le 16 mai. Non, le 12 mai. Et là, on passe au 18 mai. Je viens d'aller consulter un médecin, car je ne pouvais plus dormir. Il m'a trouvé le pouls rapide, l'œil dilaté, les nerfs vibrants, mais sans aucun symptôme alarmant. Je dois me soumettre aux douches et boire du bromure de potassium. Ok. C'est plutôt inquiétant. Mais je vais juste me décaler un peu. Pardon. Parce que la lumière me brûle les lèvres là. Cette lumière là. Cette lumière là. Là, celle-là là. Aïe. Cette lumière là me brûle les lèvres. Donc je me suis décalé un peu. Pardon. Donc là on passe au 25 mai. Aucun changement. Mon état vraiment est bizarre. À mesure qu'approche le soir, une inquiétude incompréhensible m'envahit. Comme si la nuit cachait pour moi une menace terrible. Je dîne vite, puis j'essaye de lire, mais je ne comprends pas les mots. Je distingue à peine les lettres. Je marche alors dans mon salon de long en large, sous l'oppression d'une crainte confuse et irrésistible. La crainte du sommeil et la crainte du lit. Vers 10h, je monte dans ma chambre. À peine entré, je donne 2 tours de clé et je pousse les verrous. J'ai peur. Mais peur de quoi? Je ne redoutais rien jusqu'ici. J'ouvre mes armoires, je regarde sous mon lit, j'écoute. Quoi? Est-ce étrange qu'un simple malaise, un trouble de la circulation peut-être, l'irritation d'un filet nerveux, un peu de congestion, une toute petite perturbation dans le fonctionnement si imparfait et si délicat de notre machine vivante, puisse faire un mélancolique du plus joyeux des hommes et un poltron du plus brave, puis je me couche et j'attends le sommeil comme on entendrait le bourreau. Je l'attends avec l'épouvante de sa venue, et mon cœur bat, et mes jambes frémissent, et tout mon corps tressaille dans la chaleur des draps, jusqu'au moment où je tombe tout à coup dans le repos. Comme on tomberait pour s'y noyer dans un gouffre d'eau stagnante. Je ne le sens pas venir. Comme autrefois, ce sommeil perfide, caché près de moi, qui me guette, qui va me saisir par la tête, me fermer les yeux, m'anéantir. Je dors longtemps, 2 ou 3 heures. Puis un rêve. Non, un cauchemar. Un cauchemar m'étreint. Je sens bien que je suis couché et que je dors. Je le sens et je le sais. Et je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi. Me regarde. Me palpe. Ah bon? Oh là là. Monte sur mon lit. Attends. Je le sens et je le sais. Et je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi. Me regarde, me palpe, monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine, me prend le cou entre ses mains et serre de toute sa force pour m'étrangler. Moi, je me débat, lié par cette impuissance atroce qui nous paralyse dans les songes. Je veux crier, je ne peux pas. Je veux remuer, je ne peux pas.
J'essaie avec des efforts affreux, en allaitant, de me tourner, de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe. Je ne peux pas. Et soudain, je m'éveille, affolé, couvert de sueur. J'allume une bougie, je suis seul. Après cette crise qui se renouvelle toutes les nuits, je dors enfin, avec calme, jusqu'à l'aurore. On passe au 2 juin. Mon état s'est encore aggravé. Qu'ai-je donc? Le bromure n'y fait rien. Les douches n'y font rien. Tantôt, pour fatiguer mon corps, si là pourtant j'allais faire un tour dans la forêt de Roumar, je crus d'abord que l'air frais, léger et doux, plein d'odeurs d'herbes et de feuilles, me versait aux veines un sang nouveau, au cœur une énergie nouvelle. Je pris une grande avenue de chasse, puis je tournai vers la bouillie, par une allée étroite entre deux armées d'arbres démesurément hauts qui mettaient un toit vert, épais, presque noir entre le ciel et moi. Donc ça, c'est des adresses et des endroits. Un frisson me saisit soudain. Non pas un frisson de froid, mais un étrange frisson d'angoisse. Waouh, c'est des sensations quand même qu'on peut reconnaître. Je hâtai le pas, inquiet d'être seul dans ce bois, apeuré sans raison, stupidement par la profonde solitude. Tout à coup, il me sembla que j'étais suivi. Ok. Qu'on marchait sur mes talons, tout près, à me toucher. Je me retournai brusquement, j'étais seul. Je ne vis derrière moi que la droite et large allée vide, haute, redoutablement vide. Et de l'autre côté, elle s'étendait aussi à perte de vue, toute pareille, effrayante. Je fermai les yeux, pourquoi? Je fermai les yeux. Pourquoi? Et je me mis à tourner sur un talon très vite, comme une toupie. Je faillis tomber, je rouvris les yeux. Les arbres dansaient, la terre flottait. Je dus m'asseoir. Puis, je ne savais plus par où j'étais venu. Bizarre. Bizarre idée, bizarre. Je ne savais plus du tout. Je partis par le côté qui se trouvait à ma droite et je revins dans l'avenue qui m'avait amené au milieu de la forêt. Il s'était perdu. Le 3 juin, la nuit a été horrible. Je vais m'absenter pendant quelques semaines. Un petit voyage, sans doute, me remettra. 2 juillet donc, un mois plus tard. Donc on passe au 2 juillet là. Je rentre, je suis guéri. J'ai fait d'ailleurs une excursion charmante. J'ai visité le mont Saint-Michel que je ne connaissais pas. Donc il a pris des vacances, il est revenu un mois plus tard. Il a pris un mois de vacances. Quelle vision quand on arrive comme moi à Avranches. Avranches, c'est une adresse, je ne sais pas où. Vers la fin du jour, la ville est sur une colline et on me conduit. La ville est sur une colline et on me conduisit dans le jardin public, au bout de la cité. Je poussai un cri d'étonnement. Une baie démesurée s'étendait devant moi, à perte de vue, entre deux côtés écartés se perdant au loin dans les brumes. Et au milieu de cette immense baie jaune, sous un ciel d'or et de clarté, s'élevait sombre et pointu un mont étrange. Au milieu des sables, le soleil venait de disparaître, et sur l'horizon encore flamboyant se dessinait le profil de ce fantastique rocher qui porte sur son sommet un fantastique monument. Dès l'aurore, j'allais vers lui. La mer était basse, comme la veille au soir, et je regardais se dresser devant moi, à mesure que j'approchais d'elle, la surprenante baie. Après plusieurs heures de marche, j'atteignis l'énorme bloc de pierre qui porte la petite cité dominée par la grande église. Ayant gravi la rue étroite et rapide, j'entrai dans la plus admirable demeure gothique construite pour Dieu sur la terre, vaste comme une ville, pleine de salles basses écrasées sous des voûtes et de hautes galeries que soutiennent de frêles colonnes. J'entrai dans ce gigantesque bijou de granit, aussi léger qu'une dentelle, couvert de tours, de sveltes clochetons, où montent des escaliers tordus, et qui lancent dans le ciel bleu des jours, dans le ciel noir des nuits, leurs têtes bizarres hérissées de chimères, de diables, de bêtes fantastiques,
de fleurs monstrueuses et reliés l'un à l'autre par de fines arches ouvragées. Quand je fus sur le sommet, je dis au moine qui m'accompagnait, « Mon père, comme vous devez être bien ici. » Il répondit, « Il y a beaucoup de vent, monsieur. » Et nous nous mîmes à causer en regardant montrer la mer qui courait sur le sable et le couvrait d'une cuirasse d'acier. Et le moine me conta des histoires, toutes les vieilles histoires de ce lieu, des légendes, toujours des légendes. Une d'elles me frappa beaucoup. Les gens de pays, ceux du mont, prétendent qu'on entend parler la nuit dans les sables, puis qu'on entend bêler deux chèvres, l'une avec une voix forte, l'autre avec une voix faible. Les incrédules affirment que ce sont les cris des oiseaux de mer, qui ressemblent tantôt à des bêlements et tantôt à des plaintes humaines. Mais les pêcheurs attardés jurent avoir rencontré, rôdant sur les dunes, entre deux marais, autour de la petite ville, jeté ainsi loin du monde, un vieux berger, dont on ne voit jamais la tête couverte de son manteau, et qui conduit, en marchant devant eux, un bouc à figure d'homme. Mais what? C'est les histoires du soir bonsoir, t'as les histoires du soir bonsoir, t'as ça. Ça ressemble beaucoup aux histoires du soir bonsoir que j'ai déjà racontées, c'est un truc de ouf. La première des histoires, c'est la paralysie du sommeil. C'est le début. C'est la première histoire que j'ai fait. Mystérieusement. La deuxième histoire que j'ai fait, je suis un peu étonné. Je me sens un peu mal. Donc je vais vérifier derrière moi si la créature qui est derrière moi, elle est toujours là. En effet, elle est toujours là. Mais ce qui me semble bizarre, c'est que je vous garantis que c'est la vérité, et ceux qui suivent mon stream le savent, c'est que la première histoire que j'ai racontée il y a maintenant quelques années, c'était la paralysie du sommeil. Par contre, la deuxième histoire que j'ai racontée, et je me rappelle, elle est encore archivée sur YouTube, c'était l'histoire du pied de chèvre. Au bord de la plage, c'est quand même extraordinaire. Et là, on tombe sur cette histoire aussi. C'est au bord de la plage, et en fait, il paraîtrait qu'il y ait des personnes dont on ne voit pas le visage, qui sont une personne, tu vois. Les gens du pays... Attends, écoutez. Dans l'histoire que j'ai racontée, c'est un jeune garçon qui sort de chez lui, qui s'est engueulé avec son père. Et c'est une histoire qu'on m'a racontée. Et en fait, il sort de chez lui, il est en colère, il s'embrouille avec son père. Et pour décompresser un peu, eh ben, il habite au bord de la mer. Donc il va vers la plage, et il marche vers la plage. Et à l'horizon, au bout, tu sais, très loin, il voit deux personnes assises au milieu de la plage avec une lumière, et qui sont en train de jouer au domino et boire le thé à l'extérieur, mais sans beaucoup de lumière. Et en fait, il va les voir, et il reste avec eux, et il se rend compte plus tard, pour ceux qui n'ont pas vu l'histoire, allez la voir sur YouTube, et il se rend compte plus tard qu'en fait, il n'arrive pas à voir leur visage, et il se rend compte qu'en fait, ils ont des pieds de chèvre. Enfin, de bouc de chèvre, quoi. Et en fait, il fait semblant de ne pas avoir remarqué ça, et il leur dit qu'il va revenir, qu'il va ramener un café, et il essaie de s'esquiver. Et il arrive à s'esquiver, il rentre chez lui, et quand il se retourne au loin, il regarde, et il voit qu'en fait, il y a rien. Au bord de la plage, à l'horizon, là où il avait vu ces individus, eh bien, il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas de table, il n'y avait pas d'individus, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien du tout. Il sait même plus si c'était la réalité, ou si c'était une autre dimension, ou si c'était pas vrai, ou si c'était un rêve. Et nous, on ne sait pas, mais c'est une histoire qui a été racontée, qui nous a été racontée, et que je vous ai racontée. Et là, ça m'étonne un peu, parce que là, ça parle de la même chose. Paralysie du sommeil, maintenant ça parle de ça. Et en plus, ça parle de bouc à visage humain. Non, homme à visage de... What? Je continue la lecture, et je ne me laisse pas déstabiliser. Une d'elles me frappa beaucoup. Les gens du pays, ceux du mont, prétendant qu'on entendait parler la nuit dans le sable, puis qu'on entendait bêler. Je vais baisser un peu la musique encore plus. Les incrédules affirment que ce sont les cris des oiseaux de mer, qui ressemblent tantôt à des bêlements, je sais pas si ça doit être des cris d'animaux, et tantôt à des plaintes humaines, comme si on entendait... Ça fait trash quand même.
Mais les pêcheurs attardés jurent avoir rencontré, rôdant sur les dunes, entre deux marais, autour de la petite ville, jeté ainsi loin du monde, un vieux berger, dont on ne voit jamais la tête couverte de son manteau, et là ça y ressemble beaucoup, et qui conduit, en marchant devant eux, un bouc à figure d'homme et une chèvre à figure de femme, tous deux avec de longs cheveux blancs et parlant sans cesse, se querellant dans une langue inconnue. Waouh, ça fait rage de fou! Puis, cessant soudain de crier pour bêler de toute leur force, je dis au moine, y croyez-vous? Il murmura, je ne sais pas. Je repris, s'il existait sur la terre d'autres êtres que nous, comment nous les connaîtrions-nous? Comment ne les connaîtrions-nous point depuis longtemps? Putain, j'ai du mal. Comment ne les auriez-vous pas vus, vous? Comment ne les aurais-je pas vus, moi? Il répondit, est-ce que nous voyons la 100 millième partie de ce qui existe? Tenez, voici le vent, qui est la plus grande force de la nature, qui renverse les hommes, abat les édifices, déracine les arbres, soulève la mer en montagne d'eau, détruit les falaises et jette au brisant les grands navires. Le vent qui tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit. L'avez-vous vu? Ou pouvez-vous le voir? Il existe pourtant, mais on ne peut pas le voir. Je me tue devant ce simple raisonnement. Cet homme était un sage ou peut-être un sot. Je ne l'aurais pu affirmer au juste, mais je me tue. Ce qu'il disait là, je l'avais pensé souvent. Donc là, c'était la date du 2 juillet. Et là, on passe au 3 juillet, donc le lendemain de cette journée. Woo! The two time. Back to back. Le 3 juillet, donc le lendemain, j'ai mal dormi. Certes, il y a ici une influence fiévreuse, car mon cocher souffre du même mal que moi. En rentrant hier, j'avais remarqué sa pâleur singulière. Je lui demandai, qu'est-ce que vous avez, Jean? Il s'appelle Jean. J'ai que je ne peux plus me reposer, monsieur. Ce sont mes nuits qui mangent mes jours. Depuis le départ de monsieur, cela me tient comme un sort. Les autres domestiques vont bien cependant, mais j'ai grand peur d'être repris, moi. En fait, il avait des servants, et en fait, ils sont apparemment touchés du même mal. Le 4 juillet, donc encore un jour après, décidément, je suis repris. Mes cauchemars anciens reviennent. Cette nuit, j'ai senti quelqu'un accroupi sur moi. Ah putain, c'est chaud. J'ai senti quelqu'un accroupi sur moi. Et qui, sa bouche sur la mienne, buvait ma vie entre mes lèvres. Oui, il l'a puisé dans ma gorge comme aurait fait une sangsue. Puis il s'est levé, répu. Répu, ça veut dire que il avait plus faim. Et moi, je me suis réveillé tellement meurtri, brisé, anéanti, que je ne pouvais plus remuer. Si cela continue encore quelques jours, je repartirai certainement. Il lui arrive des trucs de ouf en fait. 5 juillet, un jour plus tard, ai-je perdu la raison? Il se pose la question. Ce qui s'est passé la nuit dernière est tellement étrange que ma tête s'égare quand j'y songe. Comme je le fais maintenant chaque soir, j'avais fermé ma porte à clé. Puis, ayant soif, je bus un demi-verre d'eau. Et je remarquai par hasard que ma carafe était pleine jusqu'au bouchon de cristal. Jusqu'au bouchon de cristal. Je me couchai ensuite et je tombai dans un de mes sommeils épouvantables, dont je fus tiré au bout de 2 heures environ par une secousse plus affreuse encore. Figurez-vous un homme qui dort, qu'on assassine et qui se réveille avec un couteau dans le poumon et qui râle couvert de sang et qui ne peut plus respirer et qui va vomir et qui ne comprend pas.
Voilà. Ayant enfin reconquis ma raison, j'eus soif de nouveau. J'allumai une bougie et j'allai vers la table où était posée ma carafe. Je la soulevai en la penchant sur mon verre. Rien ne coula. En fait, il a fait un micro-cauchemar. Et avant de faire ce cauchemar, il a vu que la carafe elle était pleine d'eau. Et en fait, il s'est endormi. Il a fait ce cauchemar là où en fait quelqu'un l'a assassiné. Et après, il a réussi à s'en sortir. Et là, il va pour se servir de l'eau. Il regarde la carafe. Et il verse, mais il n'y avait pas d'eau. Ok. Elle était vide. Elle était vide complètement. D'abord, je n'y compris rien. Puis, tout à coup, je ressentis une émotion si terrible que je dus m'asseoir. Ou plutôt, que je tombais sur une chaise. Puis, je me redressai. D'un saut pour regarder autour de moi. En fait, il a spité à ça. Après, il s'est rendu compte que... What? L'eau, elle est où? Et en fait, il a commencé à regarder autour de lui. Ah, j'ai pas envie de lire la suite. Ça me donne les frissons un peu. D'un saut pour regarder autour de moi. Puis, je me rassis, éperdu d'étonnement et de peur, devant le cristal transparent. Je le contemplais avec des yeux fixes, cherchant à deviner. Mes mains tremblaient. On avait donc bu cette eau? Qui? Moi? Moi, sans doute. Ce ne pouvait être que moi. Alors j'étais somnambule. Je vivais, sans le savoir, de cette double vie mystérieuse qui fait douter s'il y a deux êtres en nous, ou si un être étranger inconnaissable et invisible anime par moments quand notre âme est engourdie, notre corps captif qui obéit à cet autre comme à nous-mêmes, plus qu'à nous-mêmes. Ah, qui comprendra mon angoisse abominable? Qui comprendra l'émotion d'un homme sain d'esprit, bien éveillé, plein de raison et qui regarde épouvanté à travers le verre d'une carafe un peu d'eau disparue pendant qu'il a dormi. Et je restais là jusqu'au jour sans oser regarder mon lit. Putain, il se bouffe la tête. Le 6 juillet, je deviens fou. On a encore bu toute ma carafe cette nuit. Ou plutôt, je l'ai bu. Mais est-ce moi? Est-ce moi? Qui serait-ce? Qui sera-ce? Qui? Oh! Mon Dieu! Je deviens fou. Qui me sauvera? Ah, il est en train de devenir dingue. Et quand même, c'est chaud. Parce que la carafe, elle est pleine, il s'endort et elle est vide. Donc ça veut dire qu'il se réveille, il est somnambule, c'est comment? Il y a quelqu'un qui la boit, il y a lui, il sait pas, il a une double vie, c'est comment? 10 juillet. Je viens de faire des épreuves surprenantes. Décidément, je suis fou. Et pourtant. Donc là, en fait, là, il est en train de vraiment devenir fou. Mais vraiment. Le 6 juillet, avant de me coucher, j'ai placé sur ma table du vin, du lait, de l'eau, du pain et des fraises. On a bu. J'ai bu. Toute l'eau et un peu de lait. On n'a touché ni au vin, ni au pain, ni aux fraises. Le 7 juillet, j'ai renouvelé la même épreuve qui a donné le même résultat. Le 8 juillet, j'ai supprimé l'eau et le lait. On n'a touché à rien. Le 9 juillet, enfin, j'ai remis sur ma table l'eau et le lait seulement, en ayant soin d'envelopper les carafes en des linges de mousseline blanche et de ficeler les bouchons. Puis, j'ai frotté mes lèvres, ma barbe, mes mains avec de la mine de plomb. Et je me suis couché. Ouais, il a fait des tests sur lui, c'est lourd de dingue. Pour voir si c'est lui, c'est comment, c'est quelqu'un d'autre, pas... Ah là, c'est chaud, le résultat, il en dépend. Le résultat, il va être... Ouais. Non mais what? L'invincible sommeil m'a saisi. Suivi bientôt de l'atroce réveil. Et voilà, là, il appréhendait le réveil pour voir est-ce que le lait, l'eau, lui, pas lui, qui sera-ce? Je n'avais point remué. Mes draps eux-mêmes ne portaient pas de taches. Je m'élançai vers ma table. Les linges enfermant les bouteilles étaient demeurés immaculés. Donc personne n'a touché.
Je déliais les cordons en palpitant de crainte. On avait bu toute l'eau? Est-ce qu'on avait bu toute l'eau? Ou on avait bu tout le lait? Mon Dieu. Je vais partir tout à l'heure pour Paris. En fait, ils avaient bu toute l'eau. Il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus de lait. Il allait loin pour vérifier. Mais c'était fermé. Et il n'y avait plus d'eau dedans. Il n'y avait plus de lait. Mais tout était soigneusement fermé et immaculé. Donc aucune trace. Mais il n'y avait plus de l'eau. Et plus de lait. 3 points de suspension. Je vais partir tout à l'heure pour Paris. En fait, il décide de partir parce que là, il est vraiment... il n'est pas bien du tout. Ouh! C'est tout ça. 12 juillet. Paris. J'avais donc perdu la tête les jours derniers. J'ai dû être le jouet de mon imagination énervée. À moins que je ne sois vraiment somnambule ou que j'ai subi une de ces influences constatées, mais inexplicables jusqu'ici, qu'on appelle suggestion. En tout cas, mon affolement touchait à la démence. Et 24 heures de Paris ont suffi pour me remettre d'aplomb. Hier, après des courses et des visites qui m'ont fait passer dans l'âme de l'air nouveau et vivifiant, j'ai fini ma soirée au Théâtre Français. On y jouait une pièce d'Alexandre Dumas, fils, et cet esprit alerte et puissant a achevé de me guérir. Certes, la solitude est dangereuse pour les intelligences. Certes, la solitude est dangereuse pour les intelligences qui travaillent. Il nous faut autour de nous des hommes qui pensent et qui parlent. Quand nous sommes seuls, longtemps, nous peuplons le vide de fantômes. Je suis rentré à l'hôtel très gai, par les boulevards, au coudoiement de la foule. Je songeais, non sans ironie, à mes terreurs, à mes suppositions de l'autre semaine. Car j'ai cru, oui, j'ai cru qu'un être invisible habitait sous mon toit. Comme notre tête est faible et s'effare, et s'égare vite, dès qu'un petit fait incompréhensible nous frappe, au lieu de conclure par ces simples mots, je ne comprends pas parce que les causes m'échappent, nous imaginons aussitôt des mystères effrayants et des puissances surnaturelles. En effet. 14 juillet, fête de la République. Je me suis promené par les rues, les pétards et les drapeaux m'amusaient comme un enfant. C'est pourtant fort bête d'être joyeux à date fixe par décret du gouvernement. C'est vrai que c'est pas faux. Le peuple est un troupeau imbécile, tantôt stupidement patient et tantôt férocement révolté. On lui dit « amuse-toi », il s'amuse. On lui dit « va te battre avec le voisin », il va se battre. On lui dit « vote pour l'empereur », il vote pour l'empereur. Puis on lui dit « vote pour la République ». Et il vote pour la République. Ceux qui le dirigent sont aussi sots, mais au lieu d'obéir à des hommes, ils obéissent à des principes lesquels ne peuvent être que niais, stériles et faux. Par ceux-là même qui sont des principes, c'est-à-dire des idées réputées certaines et immuables, en ce monde où l'on n'est sûr de rien, puisque la lumière est une illusion, puisque le bruit est une illusion. 16 juillet. J'ai vu hier des choses qui m'ont beaucoup troublé. Je dînais chez ma cousine, Madame Sablé, dont le mari commande le 76e chasseur à Limoges. Je me trouvais chez elle avec deux jeunes femmes. Bon, j'espère que ça va pas partir en live. Dont l'une a épousé un médecin, le docteur Parent, qui s'occupe beaucoup des maladies nerveuses et des manifestations extraordinaires auxquelles donnent lieu en ce moment les expériences sur l'hypnotisme et la suggestion. Ok. Il nous raconta longtemps les résultats prodigieux obtenus par des savants anglais et par les médecins de l'école de Nancy. Les faits qu'il avança me parurent tellement bizarres que je me déclarai tout à fait incrédule. Nous sommes, affirme-t-il, sur le point de découvrir un des plus importants secrets de la nature. Je veux dire, un de ses plus importants secrets sur cette terre.
car elle en a certes d'autrement importants là-bas, dans les étoiles. Depuis que l'homme pense, depuis qu'il sait dire et écrire sa pensée, il se sent frôlé par un mystère impénétrable pour ses sens grossiers et imparfaits. Et il tâche de suppléer par l'effort de son intelligence à l'impuissance de ses organes, quand cette intelligence demeurait encore à l'état rudimentaire. Cette hantise des phénomènes invisibles a pris des formes banalement effrayantes. De là sont nées les croyances populaires au surnaturel, les légendes des esprits rôdeurs, des fées, des gnomes, des revenants, je dirais même la légende de Dieu, astaghfirullah, car nos conceptions de l'ouvrier créateur de quelque religion qu'elles nous viennent sont bien les inventions les plus médiocres, les plus stupides, les plus inacceptables, sorties du cerveau apeuré des créatures. Je ne suis pas d'accord avec ce que viennent de se dire. Rien de plus vrai que cette parole de Voltaire. C'est de la merde. Mais depuis un peu plus d'un siècle, on semble pressentir quelque chose de nouveau. Mesmer et quelques autres nous ont mis sur une voie inattendue. Et nous sommes arrivés vraiment depuis 4 ou 5 ans surtout à des résultats surprenants. Ma cousine, très incrédule aussi, souriait. Le docteur parent lui dit « Voulez-vous que j'essaie de vous endormir, madame ?»« Oui, je veux bien. » Elle s'assit dans un fauteuil et il commença à la regarder fixement en la fascinant. Moi, je me sentis soudain un peu troublé, le cœur battant, la gorge serrée. Je voyais les yeux de madame Sablé s'alourdir, sa bouche se crisper, sa poitrine haleter. Au bout de 10 minutes, elle dormait. « Mettez-vous derrière elle, dit le médecin. Et je m'assis derrière elle. Il lui plaça entre les mains une carte de visite en lui disant « Ceci est un miroir que vous voyez, ceci est un miroir. Que voyez-vous dedans ?» Elle répondit « Je vois mon voisin. » « Que fait-il » ?« Il se tord la moustache. Et maintenant, il tire de sa poche une photographie. »« Quelle est cette photographie ?»« La sienne. » »« C'était vrai ? Et cette photographie venait de m'être livrée le soir même à l'hôtel. »« Comment est-il sur ce portrait ?» Il lui posa la question. « Comment est-il sur ce portrait ?»« Il se tient debout avec son chapeau à la main. » Donc, elle voyait dans cette carte, dans ce carton blanc, comme elle eût vu dans une glace. Les jeunes femmes épouvantées disaient « Assez, assez, assez !» Mais le docteur ordonna « Vous vous leverez demain à 8 heures, puis vous irez trouver à son hôtel votre cousin. Et vous le supplierez de vous prêter 5000 francs que votre mari vous demande et qu'il vous réclamera à son prochain voyage. » Puis il la réveilla. Donc il lui a fait une comment ça s'appelle ? Merde, j'ai oublié. Une hypnose. Hypnose. Mortelle. Puis il la réveilla. En rentrant à l'hôtel, je songeais à cette curieuse séance et des doutes m'assaillirent. Non point sur l'absolu, sur l'insoupçonnable bonne foi de ma cousine, que je connaissais comme une sœur depuis l'enfance, mais sur une supercherie possible du docteur. Ne dissimulait-il pas dans sa main une glace qu'il montrait à la jeune femme endormie en même temps que sa carte de visite ? Les prestigitateurs de profession font des choses autrement singulières. Je rentrais donc et je me couchais. Or, ce matin, vers 8h30, je fus réveillé par mon valet de chambre, qui me dit « C'est Madame Sablé qui demande à parler à monsieur tout de suite. » Je m'habillai à la hâte et je la reçus. Elle s'assit fort troublée, les yeux baissés et sans lever son voile. Elle me dit « Mon cher cousin, j'ai un gros service à vous demander. » « Lequel, ma cousine ? » « Cela me gêne beaucoup de vous le dire, et pourtant, il le faut. J'ai besoin, absolument besoin, de 5000 francs. Allons donc, vous !» En fait, donc ce qu'il lui a dit l'hypnotiseur, là, eh ben, elle l'a fait le lendemain. Elle est venue le voir, elle lui a demandé ses 5000 francs. « Allons donc, vous !» « Oui, moi, ou plutôt mon mari qui me charge de les trouver. »
J'étais tellement stupéfait que je balbutiais mes réponses. Je me demandais si vraiment elle ne s'était pas moquée de moi avec le docteur Parent. Si ce n'était pas là une simple farce préparée d'avance et fort bien jouée. Mais, en la regardant avec attention, toutes mes doutes se dissipèrent. Elle tremblait d'angoisse, tant cette démarche lui était douloureuse, et je compris qu'elle avait la gorge pleine de sanglots. Je la savais forte, riche, et je repris. Comment? Votre mari n'a pas 5000 francs à sa disposition? Voyons, réfléchissez. Êtes-vous sûr qu'il vous a chargé de me les demander? Elle hésita quelques secondes comme si elle eût fait un grand effort pour chercher dans son souvenir. Puis elle répondit. Oui, oui, j'en suis sûr. Il vous a écrit? Il lui demanda s'il lui a écrit. Elle hésita encore, réfléchissant. Je devinais le travail torturant de sa pensée. Elle ne savait pas. Elle savait seulement qu'elle devait m'emprunter 5000 francs pour son mari. Donc elle osa mentir. Oui, elle m'a écrit. Oui, il m'a écrit. Quand donc? Vous ne m'avez parlé de rien hier. J'ai reçu sa lettre ce matin. Pouvez-vous me la montrer? Non, non, non. Elle contenait des choses intimes, trop personnelles. Je l'ai brûlée. Donc en fait, sciemment, elle ment sciemment, volontairement, elle ment. Parce qu'elle est persuadée qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est obligé, tu vois. La suggestion. Aïe, aïe, c'est chaud quand même. Non, non, non. Elle connaît bon. Alors c'est que votre mari fait des dettes. Elle hésita encore puis murmura. Je ne sais pas. Je déclarai brusquement. C'est que je ne puis disposer de 5000 francs en ce moment, ma chère cousine. Elle poussa une sorte de cri de souffrance. Oh, oh, je vous en prie, trouvez-les. Elle s'exaltait, joignait les mains comme si elle m'eût prié. J'entendais sa voix changer de ton. Ah là là, c'est chaud quand même. Elle pleurait et bégayait, harcelée, dominée par l'ordre irrésistible qu'elle avait reçu. Oh, oh, je vous en supplie, si vous saviez comment je souffre, il me les faut aujourd'hui. J'eus pitié d'elle, vous les aurez tantôt, je vous le jure. Elle s'écria, oh merci, merci, que vous êtes bon. Je repris, vous rappelez-vous ce qui s'est passé hier chez vous? Elle répondit oui. Vous rappelez-vous que le docteur Parent vous a endormi? Oui. Eh bien, il vous a ordonné de venir m'emprunter ce matin 5000 francs. Et vous avez obéi en ce moment à cette suggestion. Elle réfléchit quelques secondes et répondit. Puisque c'est mon mari qui les demande. Pendant 1 heure, j'essayais de la convaincre, mais je n'y parvenais pas. Quand elle fut partie, je courus chez le docteur et allai sortir. Et il m'écouta en souriant. Puis il dit. Croyez-vous maintenant? Oui, il le faut bien. Allons chez votre parente. Elle sommeillait déjà sur une chaise longue, accablée de fatigue. Le médecin lui prit le pouls, la regarda quelque temps, une main levée vers ses yeux, qu'elle ferma peu à peu sous l'effort insoutenable de cette puissance magnétique. Quand elle fut endormie, votre mari, là il lui disait, c'est là où il va lui suggérer autre chose. Votre mari n'a plus besoin de 5000 francs. Vous allez donc oublier que vous avez pris votre cousin de vous les prêter. Vous avez prié votre cousin de vous les prêter. Et s'il vous parle de cela, vous ne comprendrez pas. Ah ouais, carrément. Puis il la réveilla. Je tirai de ma poche un portefeuille. Voici, ma chère cousine, ce que vous m'avez demandé ce matin. Elle fut tellement surprise que je n'osais même pas insister. J'essayai cependant de ranimer sa mémoire. Mais elle nia avec force. Crut que je me moquais d'elle et faillit à la fin se fâcher. Voilà. Je viens de rentrer et je n'ai pu déjeuner tant cette expérience m'a bouleversé. Ah oui, j'ai oublié d'enlever le titre du jeu, désolé. Bon. C'était une partie de l'histoire du soir, bonsoir. C'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est aussi la façon, l'écriture en fait, qui est, je trouve, plaisante. Franchement, je trouve facile à lire et plutôt bien écrit, très bien écrit. Et on a vraiment l'impression de suivre, de ressentir ce que cette personne nous raconte. En fait, on a vraiment l'impression d'être dans l'histoire. Donc, l'histoire n'est pas finie. On continuera la prochaine fois. Donc, on continuera la prochaine fois. Et là, c'est la fin de l'histoire du soir bonsoir. Donc, il y a eu plusieurs histoires, mais en fait, on suit la vie d'un homme qui a l'air plutôt tourmenté. Et
c'est vrai que les histoires qui lui arrivent sont assez bizarres et surnaturelles. Bon là, on a reconnu, enfin plusieurs histoires qui lui est arrivées, mais on a l'impression que c'est une mise en abîme où en fait l'homme il devient de plus en plus tourmenté et il dort de moins en moins et il se pose de plus en plus de questions. Et le pire, c'est que dans ce que je suis en train de lire, il y a des illustrations. Et dans les illustrations, la tête d'Oham, wallah l'azim, que vous voyez la photo là qui est sur la table là. Je vous jure que c'est la même race. Le type, il a la même race. Je vois mal. C'est une race, c'est une tête là qu'il y a là. Ce que vous voyez là. Là. Le portrait, il y a un portrait là. C'est un type avec des cheveux longs et une moustache, on est d'accord. Je suis pas fou. Eh ben regardez, je vais vous montrer une image là. Et voilà la adem, c'est au pif. Hein. Yes. Regardez. Bon, c'est la fin de l'histoire. Hein. Merci d'avoir suivi cette histoire. On repart, on change de scène. Et j'espère que vous avez kiffé. Ouais, c'est apaisant, angoissant, mais intéressant. Enfin, en tout cas, voilà. Vous me dites ce que vous pensez de ce genre d'histoire. Et la lecture, et si vous avez kiffé. Il y a des fois, ces histoires, ils sont un peu plus trash. Et parfois, ben, en fait, ils sont un peu plus angoissantes, mais soft, tu vois, en lecture. Et voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Thug Life. À tout de suite dans une autre scène. Donc ça va se calmer un peu la musique à l'achat parce que là ça angoisse un peu et après il faut aller dormir et on s'inquiète un peu, hein, t'as vu. Allez, je vous montre cette image qui est un peu déroutante, je dirais. La moustache, c'est la même, on est d'accord. Le portrait là qu'il y a dans le truc, on est d'accord que c'est la même. Là, il a les cheveux un peu courts. Mais regardez là. C'est pas possible. C'est la même moustache. Ah, merde. Regardez. Là. C'est la même moustache, c'est le même gars. Oh, mais ça n'a rien à voir, cette scène. Enfin, cet endroit, le manoir. Le manoir avec la créature qui est là-bas. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a une créature là-bas. Bon, il me laisse tranquille, tu vois. Il se balade, mais je crois qu'il est dans un vortex infini. Il sait pas qu'il est là, en fait. Il sait pas. Il sait pas, il est là, il marche, mais il sait pas. Bon, on va le laisser tranquille, tu vois. On va pas l'engrainer. Voilà, il ne fait pas de mal, je fais pas de mal, ça fait plaisir. Donc on repart dans notre cellule de la liberté, si vous permettez. Ça fait plaisir, Thug Life.